mot de l'actualité en débat de ce mois d'avril. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes jeudi 2 avril 2020. Bienvenue dans votre émission d'information. L'actualité du moment, c'est la pandémie du Covid-19. Les deux invités du jour sont Adam Adjou, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Adam, bonjour. Bonjour Anita, bonjour chez les téléspectateurs et téléspectatrices. Et comment vous gérez la crise? Comment vous savez, non, nous sommes dans les deux modes, voire les trois, parce qu'il y a le physique, il y a le site et puis il y a le PDF également. Notre second invité, Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct tout à l'heure. Les imprimeurs vous permettent de travailler maintenant? Pas encore, les imprimeurs c'est jusqu'à nouvel ordre. Eh bien, alors du courage à vous. Il ne sait pas où Adam trouve son imprimerie. Il doit me dire, à la fin il va m'indiquer. Oui, naturellement. Eh bien, le mal du moment, c'est le coronavirus. Le Togo a déjà enregistré 2 cas de décès. Le premier cas de décès est un journaliste et vous le connaissez très bien, chers invités, Dominique Alizou. Adam, en quelques mots, vous voulez rendre hommage à cet homme-là? Oui, on ne le dirait jamais assez. Vous savez, Dominique Alizou, comme vous le savez très bien, nous avions eu à partager les plateaux ensemble. Vous savez, parmi les directeurs de publication que nous avions, c'est l'un des directeurs de publication qui ne met pas la plupart du temps de distinguo entre la corporation, tant que vous êtes journaliste, il fait avec vous. Et aujourd'hui, je pense que c'est une grande perte pour la corporation, au vu de la sensation même qu'il met lorsqu'il est en plateau, lorsque la plupart l'invitent. Et vous le faites aussi naturellement, vous savez. Aujourd'hui, je pense que c'est une voix qui va manquer. Tout à fait, c'est une voix qui va énormément manquer à la presse togolaise, et dont nous prions Dieu de l'accorder dans sa grâce et surtout de faire en sorte que ces gens de malheur puissent épargner la corporation passée. Des gens comme Dominique, nous n'en avons pas assez et nous estimons que, je l'ai dit quelque part en disant que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait un débat qui s'est encaparé un peu de la toile en ce qui concerne le décès de Dominique Alizou, mais au-delà de tout, vous allez constater que ce sont ses opinions qui étaient donc attaquées, et je pense qu'un journaliste ne peut espérer plus que ça, parce que vous êtes journaliste, je pense que même on l'a dit que Jésus n'a pas fait l'unanimité, c'est pas vous les journalistes ou nous les journalistes qui allons donc en demander plus, que je pense que Dominique Alizou, sa vie peut être un modèle. C'est à cause de ces opinions que certains sont allés jusqu'à diffuser des vidéos. Oui, c'est ce que je dis, donc je pense qu'un journaliste ne peut espérer que ça, et je pense que sa vie peut être un modèle. Si Dominique était attaqué du fait que voilà, il est rentré dans telle affaire, il va... Vous comprenez que cela n'aurait pas la corporation. Et si ce sont vos opinions qui sont attaquées, je pense que c'est ce qui est fait à l'encontre des journalistes au quotidien, et le journaliste ne peut espérer que ça. Et aussi pour vous qui l'avez connu, nous savons que derrière les micros, Dominique, c'est une autre personne. Oui, contrairement à ce que les gens peuvent penser, Dominique Alizou, il est très confraternel. Et lorsque vous le sollicitez, vous savez, c'est un homme que moi j'appelle souvent, il est noctambule. Et souvent, nous, qui faisons aussi bien la presse écrite, c'est la nuit. Souvent, vous vous prenez quand même au dépourvu des fois, que ce soit manque de calque ou l'appeler à n'importe quel moment, 1h du matin, il est prêt à vous recevoir, à vous servir. Mais moi, personnellement, au-delà de tout, je pense que nous avions eu, disons, des relations qui vont au-delà de la corporation. Et je vous dis, moi, j'ai passé 3 jours aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, je pense que sa disparition va énormément impacter aussi bien notre travail au quotidien et d'ailleurs même ma vie professionnelle, parce que comme je le dis, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas dire au micro. Pour moi, c'était pratiquement un parent. Il a eu quand même à apporter énormément pour le rayonnement entre guillemets de Vision d'Afrique. Si je le dis, je sais de quoi je parle. Et ça, moi, je pense que personnellement, au-delà de ce que nous disons, les confraternels, c'est un autre coup que nous avions recueilli. Donc, alors, Abbas, les quelques fois qu'on a eu à se retrouver avec Dominique, vous avez l'habitude de le dire, le grand retardataire, quand vous donnez 10 heures à Dominique, attendez-vous à le voir à 11h, voire midi. Oui, lui-même, il se connaît, et il se reconnaît dedans, et que lui, il ne se réveille pas vite le matin. Parce que quand vous prenez Dominique, c'est quelqu'un qui passe toute la nuit, c'est comme sa journée la nuit, et dans la journée, il se repose.
Et si vous avez des rendez-vous avec lui, ne croyez pas que vous allez l'avoir dans la journée très très facilement. Moi, j'ai eu à collaborer avec lui quand on a créé le CONAP. On a rassemblé, dans le même bureau. oui, on a rassemblé toutes les organisations de presse à la création du CONAP. Donc, il était notre trésorier. Moi, j'étais le secrétaire général avec Jacques Jacouti qui est président. Donc, c'est quelqu'un qui est un homme, c'est-à-dire il est dévoué, il travaille, il aime son travail. Mais souvent, aux réunions, quand on vient, on dit on convoque. Moi, je convoque les réunions à 15h. Il se débrouille pour arriver à 16h. Il se débrouille. Oui. Donc, le problème, c'est que ceux-là qui ont pris cette sale besogne de publier ces photos sur les réseaux sociaux, j'espère que, tel que le gouvernement l'a dit, vont être poursuivis. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un qui agonise sur son lit d'hôpital, on se permet de balancer ces images. Mais ce qui est marrant, c'est que les médecins ont accès à cette salle. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faudrait qu'on mène des enquêtes, qu'on trouve celui-là qui a pris ces images. Parce qu'on dit que les gens sont isolés. Ils sont dans une chambre ou dans un hôpital où personne n'a accès que les médecins. Donc quelqu'un qui n'est pas médecin ne peut pas avoir accès à cette salle-là et aller jusqu'à filmer tout ce qui s'est passé là-bas. Il a filmé, la personne a filmé et l'a envoyé sur les réseaux sociaux parce qu'il a des opinions contraires à eux. Chacun a ses opinions, c'est un débat démocratique, nous sommes en démocratie et chacun peut dire si je dis quelque chose qui ne te plaît pas, ça ne veut pas dire que je suis contre toi. Moi, c'est mes opinions. Et ce sont les opinions de Dominique Alizou, paix à son nom. C'est ces opinions qu'il avance. Il est libre de prendre parti pour quelqu'un ou non. Parce que c'est quelqu'un, mais quand vous le prenez, il dit, moi, je suis toujours avec lui, là, il dit, lui, il est ami de l'ANC, ami de Jean-Pierre Fabre. Donc, quand vous rentrez dans son bureau, il a même le truc intrapillé de ANC sur son bureau. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui blague beaucoup. Et quand vous êtes avec lui, il sort des blagues. Lui et moi, quand on se voit, on a des petits mots qu'on se jette, tout ça là. Donc, ceux-là qui ont fait ça, je pense que Dominique n'est pas le seul qui est mort là-bas. Et Dominique, dans le monde entier, on a vu des grandes personnalités qui sont décédées de ça. Mais on n'a pas vu les images de ces personnalités publiées sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, en Amérique, aux États-Unis, là, il y a des morts. Pape Diouf qui est décédé avant-hier, là. Quelqu'un a mis ces images sur les réseaux sociaux. Manu Dibango, tout ça là. Ça, c'est. Je pense que le gouvernement doit sévir par rapport à ça pour que des gens ne recommencent plus par ces gens. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour se moquer des gens. C'est fait pour sauver des gens, des êtres humains. Mais si là vous voyez quelqu'un en train de souffrir et vous prenez vos images, il faut être sans cœur pour poser un père. C'est des gens sans cœur. C'est des gens sans cœur. Vous voyez? Donc quelqu'un qui souffre, qui est en train de souffrir sur son lit d'hôpital, agonisant, vous prenez, vous balancez, c'est criminel. C'est que c'est vous qui l'avez tué. C'est très criminel. Et j'espère que le gouvernement doit sévir par rapport. Il doit sévir. Ce n'est pas la peine que d'autres personnes ne recommencent plus cet acte ignoble. Les Togolais attendaient ce discours depuis longtemps. Le chef de l'État s'est adressé à la nation hier et dans cette émission, nous nous intéresserons aux dispositions prises par le chef de l'État pour combattre le coronavirus. Nous allons y aller en 3 points. D'abord, les hommages rendus au corps médical, les dispositions prises et puis les promesses faites par le chef de l'État pour que tout le monde puisse se retrouver après cette pandémie. Si la technique le permet, nous allons suivre un extrait des hommages rendus au corps médical. Au Togo, il est de notre devoir de prendre toutes les dispositions pour ralentir, maîtriser et mettre un terme à l'expansion de ce fléau. Je ne lésinerai sur aucun moyen
C'est le sens à donner à toutes les actions que nous avons entreprises depuis lors. Et c'est dans cet esprit que nous avons mis en place un collège scientifique dont la mission est de nous éclairer sur les meilleures dispositions à mettre en œuvre et les protocoles à utiliser pour soigner nos malades. Mes chers compatriotes, face à la pandémie, notre stratégie est d'intensifier la surveillance et les tests en laboratoire, de sorte que les porteurs du virus puissent être rapidement identifiés et pris en charge de manière adéquate afin de rompre la chaîne de transmission. Pour démultiplier les dépistages, nous renforcerons le dispositif, d'une part avec l'acquisition de tests rapides et d'autre part avec des laboratoires mobiles à l'intérieur du pays. Le gouvernement a pris par ailleurs toutes les dispositions pour doter les personnels soignants qui sont au front de matériel de protection afin d'éviter qu'ils soient contaminés. Et ceci se fera de manière permanente tout au long de la bataille que nous menons ensemble contre le virus. Je voudrais ici rendre hommage au personnel soignant pour les sacrifices et le dévouement dont ils font preuve en ces moments difficiles. Je comprends qu'il y a eu des moments de doute, de frustration et même d'inquiétude au début de cette crise. Mais je voudrais les rassurer que toutes les dispositions sont désormais prises pour les accompagner et les soutenir dans leur délicate mais salvatrice mission. Voilà, nous avons suivi le chef de l'État Abbas comme un père de famille. Il a rassuré ses enfants, je reparlais du corps médical et il leur a fait des promesses. Il leur a rendu également un hommage. Il le mérite. Oui, effectivement, vous savez, le discours du chef de l'État depuis le déclenchement de cette crise sanitaire était beaucoup attendu par l'ensemble des Togolais parce que on a vu que depuis que ça a commencé, il pose des actes mais ne se fait pas sentir comme ça. Et les gens disent que malgré les actes qui sont posés avec les dispositions qu'il prend au niveau du gouvernement pour amener les ministres aussi à parler, et les gens voulaient que lui-même il s'adresse à la nation, qui dise de quoi il pense de cette maladie, parce que on vient de sortir de la campagne électorale. Et au cours des campagnes, on a vu comment le chef de l'État s'adressait aux populations et comment il était ensemble avec les gens. Donc, les gens n'ont pas compris pourquoi il ne voulait pas prendre la parole et dire ce qu'il a. Aujourd'hui, c'est chose faite. On dit souvent que mieux vaut tard que jamais. Et il a fait, vous voyez, le travail qu'abattent les médecins et les infirmiers pour lutter contre cette pandémie. Jusqu'aujourd'hui, on a 4 cas infectés. Parmi les cas infectés, il y a 4 qui relèvent du personnel soignant. Donc il faudrait leur rendre hommage puisque ce n'est pas facile de lutter contre un ennemi invisible. Ils sont là, ils ne savent pas d'où viendra cette maladie, mais ils se protègent. Malgré ça, il y a 4 parmi eux qui sont affectés par ce virus. Donc le problème qui se pose, c'est de renforcer leur capacité de prise en charge des personnes infectées. C'est ce qu'il a dit dans son discours. Il faut multiplier les actions et permettre aux médecins de faire bien leur travail et faire de telle sorte qu'aucun médecin, à part les 4, ces médecins, on souhaite qu'ils se rétablissent vite. Et maintenant, qu'aucun médecin maintenant ne puisse aussi être infecté. De faire tout, ils vont mettre tout en œuvre du moment où
il y a des actions qui sont mises en action. Il a parlé entre-temps de 2 milliards pour des actions urgentes. Oui, on va en parler dans les promesses. Non, auparavant. Auparavant, oui, c'est pour les actions urgentes. Et ces actions urgentes, ça va permettre aussi aux médecins de bien se protéger par rapport à cette maladie. Parce que c'est eux qui sont sur le front, c'est eux qui savent comment ça se passe. Et c'est les premiers à être protégés. Parce que quand vous les prenez, on dit que le port des masques et des gants, c'est souvent le médecin et le malade. Bon, pour nous que nous portons, c'est peut-être pour éviter certaines contacts, puisque la maladie n'est pas dans l'air, c'est au contact des personnes. Et c'est qu'ils sont au contact direct des personnes infectées. Donc, il faut multiplier des mesures, comme il a dit, que ça ne s'arrête pas aux effets d'annonce, mais que ça soit dans la réalité. Eh bien, Adam, même question pour vous par rapport à l'hommage rendu au chef de l'État, au personnel soignant. Oui, vous savez, tout à l'heure, Abbas l'a dit, c'est vrai que c'est un discours qui était attendu. Et ça, je pense que c'est pas le Togo seul. Que ce vœu pieux est entendu par plusieurs États. Lorsque vous venez aujourd'hui, je pense que les discours contradictoires qui allaient en ce sens-là aujourd'hui, Fonia Singbe a brisé l'omerta et s'est adressé à la nation. Moi, je me disais en tout temps, lorsque la question s'était posée, parce que ça fait banalement un mois quand le Togo a été inquiété, du premier cas jusqu'au jour d'aujourd'hui, et que les gens allaient trop vite en besogne en demandant au chef de l'État qui doit forcément sortir et faire un discours. Je pense que le moment n'était pas opportun à ce moment-là, parce que, vous savez, il faut faire des choix politiques qui vont, parce qu'on ne sort pas parce qu'il faut sortir, parce que lorsque vous n'avez pas une cartographie assez réelle, lorsque vous n'avez pas fait des choix politiques pour apporter dans des solutions, vu l'ampleur de la situation qui prévalait, il ne faut pas quand même sortir. Et lorsque vous sortez, vous disiez les choses, c'est parce que vous avez donc la situation en main, que vous savez que ce que vous avez dit, vous pouvez quand même tenir dans ce discours-là. Et demain, lorsqu'il y aura quand même à faire les comptes rendus, vous aurez des solutions appropriées par rapport à l'impact de ce que vous avez mobilisé comme ressources. Et entre-temps, c'est vrai que la plupart des Togolais avait évoqué pas mal de choses, lorsque d'ailleurs même on avait donc réquisitionné le centre régional pour ce cas-là. Des gens avaient parlé d'infrastructures inadéquates avec la situation qu'on avait en face. Mais vous savez, aucun pays aujourd'hui au monde ne s'est préparé solidement pour affronter cette pandémie-là. Aucun pays au monde. Aujourd'hui, nous avons vu entre-temps, on essaie de dire que ce sont les infrastructures sanitaires qui n'étaient pas donc adéquates. Aujourd'hui, on a vu carrément avec cette pandémie-là que, ailleurs d'ailleurs, même entre-temps, j'écoutais la fois dernière sur RFI, lorsque le personnel soignant de la France même était arrivé à un moment disant que l'État avait laissé donc le domaine de la santé pour compte et qu'il y a urgence de pouvoir donc relever ce domaine-là. Ça voudrait dire quelque part que le monde entier fait face à une situation qui mérite aujourd'hui, d'abord, lorsque Dieu faisant, nous allons mettre cette pandémie-là par derrière nous, il y a des leçons à tirer aujourd'hui. Je pense que la situation sanitaire ou bien les infrastructures sanitaires de par le monde doivent être revues. De l'autre côté, aujourd'hui, lorsque nous prenons aujourd'hui le personnel soignant qui est pour la plupart du temps infecté, n'oubliez pas qu'il y a dans des situations de spécialisation. Ça fait qu'aujourd'hui, on est obligé de pouvoir donc solliciter d'autres qui ne s'y connaissent ou qui n'ont pas pour rôle cette situation-là, parce que les professeurs qui sont aujourd'hui à la France, ce sont les professeurs normalement des épidémiologies, épidémiologues, etc. et ceux qui vont avec. Et aujourd'hui, nous avons vu que c'est vrai, au niveau des outils adéquats qui doivent être destinés à ce personnel soignant-là n'était pas au point. Et ça fait que d'autres médecins ont été donc affectés par cette pandémie-là. C'est la même chose, c'est pas le Togo. Le Togo ne fait pas seulement exception. Nous avons vu le nombre de décès qu'on peut comptabiliser, qu'on prenne la France, l'Espagne ou l'Italie en ce qui concerne donc les praticiens hospitaliers. Donc, selon que aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit, il mettra en disposition les moyens qu'il faut pour que les outils adéquats pour permettre au personnel soignant de ne pas aller pour sauver des vies et qu'eux-mêmes soient impactés. Et je pense qu'on ne peut que saluer ce discours-là qui a pris en compte réellement les paramètres qui doivent permettre de freiner un peu, disons, la chaîne de propagation de cette pandémie-là. Eh bien voilà, le chef de l'État n'a pas seulement rendu hommage au personnel soignant, il a également annoncé un certain nombre de dispositions qui seront prises à partir d'aujourd'hui même pour freiner cette pandémie. Nous allons suivre l'élément et on revient.
Face à la gravité de la situation et en conformité avec les dispositions constitutionnelles, je décrète l'état d'urgence sanitaire au Togo pour une période de 3 mois. L'état d'urgence nous permettra d'adopter des mesures exceptionnelles de riposte sanitaire et de police générale qu'imposent les circonstances actuelles. Un couvre-feu sera mis en place à compter du 2 avril 2020, et ce, jusqu'à nouvel ordre, entre 19h et 6h du matin. Les restrictions de circulation et de regroupement qui découleront de l'état d'urgence visent à contenir l'épidémie afin de pouvoir mieux l'endiguer. Il est par ailleurs créé par décret une force spéciale anti-pandémie composée de 5000 hommes qui sera chargée de veiller au respect des décisions prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Aucun écart ou manquement ne sera toléré. Il s'agit de mener une véritable bataille contre le coronavirus. Cette bataille, j'en suis convaincu, nous la gagnerons. Nous n'avons d'ailleurs pas d'autre choix, mais pour la gagner, il nous faudra respecter les mesures prises et faire preuve d'une grande discipline collective. Pour contenir la propagation de la pandémie et la vaincre, nous avons pris et nous prendrons encore des mesures exceptionnelles, parfois drastiques, qui auront malheureusement des incidences sur la vie de chacun d'entre nous, surtout de ceux qui, parmi nous, sont les plus vulnérables, les plus faibles, les plus défavorisés. Nous sommes face à un risque de retour en arrière, de résurgence de l'extrême pauvreté, mais j'ai foi que plus que jamais, ensemble, nous prendrons le dessus. Voilà les dispositions annoncées commençant par l'état d'urgence. Et maintenant, à la fin, il a foi que nous allons y arriver si nous respectons toutes ces mesures-là. Et également un couvre-feu qui commence aujourd'hui à partir de 19h. Ouais, tout le monde doit avoir foi que cette maladie, elle est du passage et elle va passer. Et on doit aussi respecter les mesures qui sont prises par le gouvernement. Et le président de la République a insisté, il est revenu là-dessus, a insisté sur le respect de ces mesures. Mais après, couvre-feu 19h, c'est pas trop tôt? Oui, couvre-feu, c'est ça, mais on peut dire que c'est trop tôt, parce que si on mettait peut-être dans les autres, on a mis 20h, 21h. Mais ici au Togo, on a commencé à 19h. Bon, heureusement qu'on a ramené c'est dans les services publics, on dit de 7h à 16h, donc journée continue. Non, de 9h à 16h. De 9h à 16h en journée continue. Or, vous voyez que c'est le public, c'est les services publics. Mais dans le privé, il y a des gens qui font jusqu'à 17h, même des fois 18h. Le temps que les messieurs se préparent pour rentrer, 19h sont déjà sonnés. Et comme il a dit, la force spéciale qui a été mise en place pour respecter les choses, j'espère qu'il n'y aura pas de bavure. Et puisqu'il y aura des élèves qui vont vouloir dire que bon, c'est 19h, ça a commencé 19h, on voit quelqu'un dans la rue, il faut le tabasser. Heureusement que le chef de l'État dit qu'il n'y aura pas de dérapage et que celui qui sera surpris en train de faire le contre-pied, des voies d'excès, des voies de fait sur des personnes, ils seront sanctionnés. Donc aujourd'hui, ça commence. Ça me rassure.
ça commence, mais il faudrait que au moins la communication passe complètement. Que dès le premier jour, on puisse commencer par la sensibilisation des gens. La force spéciale qui est mise en place va commencer par sensibiliser les gens, comme on l'a fait par rapport au port de casque et autres là. Parce que le couvre-feu là, c'est jusqu'à nouvel ordre. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Ça peut durer les 3 mois. Ça peut dépasser même les 3 mois. Mais je suis sûr qu'au fil des jours, on finira par alléger ça, peut-être ramener de 21 € jusqu'à 6 heures ou bien 5 heures comme ça. Donc ça va évoluer. Pour le moment, c'est des mesures drastiques que le chef de l'État il a si bien dit aussi. C'est des mesures, c'est pour lutter contre quelque chose qu'on ne voit pas. C'est la bataille qui est engagée. Donc, il faudrait que tout le monde s'aligne derrière ces mesures. Je suis sûr que, comme il a dit, il a foi. Nous avons tous foi qu'on arrivera. Cette guerre, cette bataille, nous allons la gagner. On va la gagner. Eh bien, Adam, voilà, nous avons suivi les dispositions prises par le gouvernement. Ces dispositions ont été annoncées par le chef de l'État lui-même. Oui, et nous savions tous que certaines dispositions, surtout lorsque nous prenons par exemple le couvre-feu, c'est vrai, le ministre de la Sécurité d'ailleurs même l'a reconnu hier, dans l'histoire récente de ces 20-30 ans passés, sont des résurgences de nos constitutions qui n'ont jamais été mises en œuvre. Et parce que nous avions eu un environnement qui était donc propice à cela, donc on n'a pas jugé opportun de pouvoir donc expérimenter pour que les gens savent de quoi il est question aujourd'hui. Donc je pense que ce qui doit être fait actuellement, c'est réellement la sensibilisation. D'ailleurs, même comme on sait bien le faire, nos institutions, la plupart du temps, lorsque ces mesures-là sont la plupart du temps prises, il y a un petit moment où il y a un peu de lassité. On prend le temps de pouvoir sensibiliser les gens pour que les gens puissent comprendre réellement de quoi il est question. Ça, il faudrait normalement que l'on s'en tienne beaucoup à cela, mettre à contribution les canaux, les créneaux qu'il faut pour que les gens puissent comprendre réellement de quoi il est question. Mais nous l'avons dit, c'est vrai que depuis même le début de cette pandémie, où d'ailleurs même on n'avait pas jugé opportun de fermer les écoles, il y avait des voix qui se levaient. Pourquoi le gouvernement ne fait pas ci, pourquoi le gouvernement ne fait pas tant? Je dis c'est le gouvernement qui a les experts, c'est le gouvernement qui a la maîtrise de la chose, c'est le gouvernement au vu de l'évolution, ou du moins au vu de l'appréciation faite par l'évolution de cette pandémie-là, prendra des mesures soit pour corser un peu plus la mise, soit pour encore dégraisser un peu la mise. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Vous voyez réellement qu'on n'a plus le temps de pouvoir évaluer la situation, de trouver les mots appropriés à leur place. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de permettre à ce que nous allions carrément à un confinement général, étant donné que nous sommes dans un choix économique qui ne nous permet pas d'abord de le soutenir, d'ailleurs, c'est carrément le cas dans pratiquement la plupart des pays africains, et qu'aujourd'hui nous n'avons pas de dispositifs lorsque nous prenons au niveau du gouvernement, nous n'avons pas réellement ce poids économique là pour soutenir entièrement les vulnérables ou les économies, surtout les plus faibles, puisque la plupart de nous, lorsque vous prenez près de 80% de la population, vivent de la main à la bouche. Ça vous dire que les gens doivent forcément sortir le matin pour avoir de quoi manger, se nourrir. C'est vrai que cette disposition a été prise, il y aura forcément des gens qui vont en partie, et le gouvernement a eu, le président a eu le temps de le dire réellement. C'est vrai que ça va affecter naturellement nos occupations, que ce soit journalières ou carrément notre vie. Et cela, d'ailleurs, même ça, il a dit, mais c'est une proportion, lorsque nous prenons un peu la proportion, c'est une proportion mondiale qui voudrait dire qu'avec cette pandémie-là, on va voir encore une régression. Beaucoup de populations vont encore tomber dans la pauvreté. Et ça, naturellement, on le voit carrément avec nous, d'ailleurs, même les journalistes, vous savez, depuis le début de cette pandémie. Justement, par rapport aux journalistes, suivant les dispositions prises par rapport au couvre-feu, vous, en tant que patron de presse, est-ce que, après avoir écouté ceci, vous pensez déjà à vous rencontrer entre vous, patrons de presse, pour qu'au moins il y ait des mesures pour des mesures particulières pour les journalistes? Non, c'est vrai que le chef de l'État, c'est pas à lui de pouvoir relever cet aspect de la chose. Lorsque le discours est fait, je
je pense qu'il appartient maintenant au démembrement du gouvernement de pouvoir prendre des dispositions pour savoir qui est épargné de cette disposition-là pendant combien de temps il peut être resté. Parce que de toutes les façons, nous, en tant que journalistes, on n'a jamais été inquiétés par cette genre de dispositions. Lorsqu'elles sont prises, je pense qu'ils comprennent bien évidemment, puisque lorsque les gens sont confinés à la maison, c'est le moment pour eux de pouvoir quand même suivre des émissions qui passent, de pouvoir donc lire les journaux, de pouvoir lire nos sites internet. Donc ça fait que il faut donner ce multitude de choix, de toute évidence à chaque citoyen de pouvoir faire le choix du dispositif de l'éthique qu'il veut. Donc je pense que chez nous ici, le ministre de la Sécurité l'a toujours fait, l'a toujours aménagé les journalistes. Je ne pense pas que cela puisse faire l'objet d'une assise ou d'une demande spécifique. Mais même il si faudrait présenter une pièce. Naturellement, il faudrait présenter une pièce. Et je pense que, comme l'a si bien fait DA, même il y a eu des antécédents avec un certain nombre d'événements où on a exigé, où c'était carrément exigé de la part des journalistes d'avoir naturellement la carte de presse et à défaut avoir sa carte d'identité où il est inscrit journaliste. Je ne pense pas qu'on aura quand même de ce genre de problèmes parce que ce sont des vécus du quotidien. Donc moi je ne crois pas que nos journalistes ne soient inquiétés par ces mesures-là. Voilà, Abbas, même question pour vous. Devant ces dispositions, si nous prenons les journalistes de la presse écrite qui rentrent des fois au-delà de 23 heures, les techniciens télé par exemple, les animateurs des émissions de nuit, que ce soit à la radio ou à la télé, est-ce qu'il y aura une situation spéciale pour ces journalistes-là? Est-ce que vous, patron de presse, vous allez entamer des démarches pour qu'ils aient au moins un papier qui certifie qu'ils sont journalistes, ils sont techniciens, eux, ils peuvent sortir? Le chef de l'État généralisé, maintenant, il y a un problème. C'est ça, il dit qu'il faut une période de sensibilisation. Parce que quand la force spéciale sera mise en place et que les gens ne vont pas dire que tel est journaliste, tel n'est pas journaliste. Pour eux, là, on dit que c'est couvre-feu, que personne ne sorte. Alors que quand vous prenez surtout les journalistes ou bien même la presse écrite, nous bouclons des fois au-delà de minuit, 23h minuit, et vous allez déposer à l'imprimerie et vous rentrez. Aujourd'hui, je ne sais pas comment nous allons travailler pour boucler nos journaux, parce que si il faut aménager la période, c'est-à-dire que tu fais tout pour boucler, avec ces mesures-là, on doit faire tout pour boucler à 16h, 16h, 17h, comme ça, et le temps d'aller à l'imprimerie, rentrer chez soi avant 19h. Donc, j'espère qu'il faudrait entamer des discussions au niveau du gouvernement. D'ailleurs, même ça a commencé avec le ministre de la Communication qui a reçu la dernière fois, c'était le mardi, je crois, ou bien le lundi, non, le mardi, les organisations de presse pour discuter de comment les journalistes doivent accompagner le gouvernement pour faire ce travail de sensibilisation. Donc, toutes les organisations de presse avaient commencé un travail et les doléances des journalistes lui ont été présentées. J'espère qu'après ce discours, par rapport au travail que nous faisons, que ce soit des médias publics ou privés, il y aura aussi l'ouverture des discussions pour au moins avoir une petite chose pour les journalistes. Si on peut alléger un temps pour eux, certainement qu'il y aura des discussions qui vont être engagées entre les organisations de presse et le ministère de la Communication afin de voir comment on peut au moins donner un petit... Alors heureusement que je suis avec des patrons de presse, donc j'espère qu'au cours de vos réunions, vous allez relever cette situation-là pour que le cas des journalistes soit revu. Autre chose abordée par le chef de l'État hier, ce sont des promesses qui sont faites. Victor, c'est bon, on peut y aller? Nous allons également rendre gratuit pour 3 mois l'eau et l'électricité pour les tranches sociales. Nous voulons affirmer que face à cette épreuve, la solidarité nationale sera au rendez-vous pour aider les plus démunis d'entre nous. Aucun Togolais ne
ne sera laissé pour compte dans cette bataille que nous engageons ensemble. C'est pour cela que j'ai demandé au gouvernement d'étudier toutes les possibilités pouvant nous permettre de préserver au mieux l'activité économique des conséquences de la crise. Nous prendrons en relation avec les institutions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine des mesures pour soutenir les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises affectées par les conséquences de la pandémie. Nous attacherons une importance particulière à la situation de nos jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer leurs activités, et ce de façon courageuse. Mes chers compatriotes, cette crise ne doit pas nous faire perdre de vue les objectifs fixés par le plan national de développement. C'est pour cela que nous mettons en place des mesures spécifiques d'accompagnement pour soutenir la production agricole et assurer l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. La réflexion est également en cours avec le secteur privé en vue de l'adoption de mesures de soutien à la consommation, à la production et surtout à la sauvegarde de l'emploi. J'ai dès à présent demandé au gouvernement d'étudier la situation fiscale des entreprises au cas par cas, notamment celles qui sont les plus exposées aux conséquences de la crise. Pour financer toutes ces mesures socio-économiques, j'annonce la création d'un fonds de solidarité nationale et de relance économique de 400 milliards de francs CFA. Ce fonds sera alimenté par l'apport du gouvernement, les mobilisations auprès des partenaires internationaux, secteur privé national et international, et de toutes les bonnes volontés. Voilà, Adam, vous avez suivi les promesses faites par le chef de l'État. Il n'a pas seulement pris des dispositions, il sait qu'il faut accompagner, même si certains corps de métier n'ont pas été encore pris en compte, les réflexions sont en cours. Il y a d'autres qui auront des accompagnements comme... Non, il n'y a pas d'autres, parce qu'il a dit pour les couches défavorables. Maintenant, il appartient maintenant, comme l'avons dit au démarrement du gouvernement, de pouvoir avoir la cartographie de ce qu'on définit dans cette couche défavorable. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État n'a jamais spécifié tel secteur d'activité. Donc je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend dans sa grande globalité, c'est le secteur privé et les petites et moyennes entreprises, le secteur informel qui est naturellement impacté. Je pense qu'en ce qui concerne ce secteur informel, là, il y avait des institutions qui essaient un peu de pouvoir donc les sélectionner, et eux-mêmes, par exemple, lorsque vous prenez par l'artisanat, je pense que la mesure aujourd'hui la plus phare, ce sont ceux qui sont donc fait manifester lorsque l'INAM était sorti, et ça a été d'ailleurs même un pas des sujets apportés par le chef de l'État lors de sa campagne, parce que le dispositif présenté par l'INAM en ce qui concerne donc les artisanats, l'artisanat était donc un dispositif qui tenait compte réellement de toutes les entités qui étaient donc sollicitées en ce sens-là, parce que lorsque vous prenez ce secteur-là, il y avait un dysfonctionnement entre-temps où on disait la chambre de métier devait donc représenter toutes les entités contenant donc l'artisanat, ce que n'avait pas accepté en son temps les syndiqués qui estimaient que la chambre de commerce ne peut pas être la fêtière qui puisse représenter tous les artisans, et ça a toujours été un débat. Donc aujourd'hui, si on veut réellement avoir l'efficacité de ce dispositif-là, pour que ce dispositif-là ne soit pas une chasse gardée d'un pas donné, et ça c'est très important, parce que on risque, puisque les gens l'ont fait à dessein en disant la chambre de commerce, justement parce qu'il y avait les intérêts derrière, parce qu'on disait c'est le ministère du développement à la base qui voulait instaurer ça coûte que coûte. Je pense que ça, l'INAM l'a compris, c'est pourquoi il est allé au-delà, et ça lui a permis d'avoir vraiment un pas important de ceux qui ont adhéré à l'institution. Je pense que ce mécanisme-là doit toujours être adopté pour éviter que les gens ne soient pas carrément, ne le mettent pas plein la poche, parce que là-bas c'est pas représentatif.
Il faudrait quand même qu'on ait un dispositif qui soit représentatif pour qu'on sait clairement que tout le monde ne peut pas être pris en compte parce que notre politique d'ailleurs même n'a pas un champ schématique de pouvoir donc toucher de plein fouet tout le monde, certes, mais il faudrait que la grande majorité soit touchée. Et là, il faut véritablement se départir de ce schéma de chambre de métier, de pouvoir donc se concentrer au niveau des centrales syndicales qui ont quand même la base de tous ceux qui sont donc des artisans. Mais au-delà de tout, nous également, de la presse aussi, nous serons forcément concernés. Et là, je pense que si aujourd'hui le gouvernement sort la méthode de dire que lorsque vous n'êtes pas, vous ne paierez pas, ou du moins vous ne respectez pas le paiement au niveau des impôts, ça aussi, ça peut être une disposition qui peut être mise à contribution, parce que lorsque vous ne contribuez pas pour l'abonnement du gouvernement, vous n'allez pas forcément espérer que le gouvernement vous accompagne. Voilà ce qu'on disait aujourd'hui, et nous avons les conséquences. Lorsqu'on va brandir, on est rattrapé. Lorsqu'on va sortir cette disposition, on va dire que voilà, il y a discrimination. Or, c'est pas la discrimination. De toutes les façons, il faudrait quand même que ceux-là soient plus privilégiés, et par après, on verra tous ceux qui ne sont pas dans cette maillon-là pour les prendre en compte autrement. Abbas, par rapport aux promesses, vous avez suivi les promesses du chef de l'État? Oui, c'est des promesses. Je dis, j'espère que ça sera mis en application, parce que vous voyez pourquoi le chef de l'État a retardé son discours. C'est de faire le point de tout ce que ça va coûter à l'État. Vous avez tous les secteurs. Il a parlé de la mobilisation de l'argent. Il a parlé pendant 3 mois, on ne va pas payer. Il y a les cas sociaux qui ne vont pas payer. Les factures d'eau et d'électricité. Tout ceci, il faut étudier. Mais il a parlé des parts sociales. De la part sociale des factures d'électricité. Oui, factures sociales. Ça veut dire que vous payez la facture quand même, mais juste que la part sociale, vous ne payez pas. Vous ne payez pas. Il dit que ce serait gratuit, mais ce n'est pas gratuit pour tout le monde. C'est gratuit seulement pour une tranche sociale. La tranche, la plus basse, peut-être la tranche qui consomme moins de 50 kWh par mois. Donc, c'est cette tranche-là qui est prise en compte. Et il a étudié. Il y a des experts qui ont étudié avant de venir lui remettre le point, de faire le point avant qu'il ne puisse s'adresser à la nation, voir dans quelle mesure ce sera accompagné. Parce que quand vous le voyez dans son discours, c'est que le PND ne peut pas être mis en veilleuse à cause de ce virus-là qui est en train de... Donc, pour maintenir le cap du PND, il faut mobiliser aussi des moyens. Et les moyens sont mobilisés afin que le PND ne puisse marcher. Parce que c'est un truc qui a commencé à une vitesse. Il faudrait que cette vitesse-là soit maintenue. Comme la maladie là est venue pour faire de telles choses, donc on ne doit pas perdre de vue les objectifs de ce PND. Donc c'est ça qui a retardé certainement, à mon avis, que le chef de l'État ne s'est pas précipité pour parler à la nation. Parce qu'il ne faut pas sortir pour sortir. Il ne faut pas parler parce qu'on dit viens parler. Il faut parler et dire quelque chose de potable, donner quelque chose avec des promesses du concret. J'espère que c'est ça qui a fait... Merci à vous, Abbas, de nous avoir aidé à comprendre un peu ce discours du chef de l'État. Adam Adjournou, merci à vous également pour vos différentes analyses, ce qui nous a permis de comprendre un peu ce discours du chef de l'État, et j'espère que les téléspectateurs ont pris bonne note, chers téléspectateurs. C'est donc fini pour l'actualité en débat de ce jeudi. Rendez-vous donc mardi à partir de 10h. Au revoir.